Bonjour à tous. C'est mon premier webinaire au Cure, donc excusez s'il y a des imperfections. J'imagine que vous m'entendez. Je commence par vous préciser qu'en bas à droite de votre écran, il y a un petit point d'interrogation qui veut dire question. Évidemment, cette présentation a vocation à être la plus interactive possible. Donc, j'ai le rôle de Monsieur Loyal aujourd'hui. Vous appuyez et vous posez votre question. Au fil de l'eau, je poserai ces questions à Bertrand. Si elles ont plus de sens à la fin, on les posera évidemment à la fin. Et je m'engage à répondre à chacune des questions avec Bertrand si on n'a pas eu le temps dans le cadre de ce webinaire. J'imagine que la majorité d'entre vous me connaissent, mais juste en quelques mots, je suis en charge de la structure JO Embro Regnan à partir du bureau de Paris qui a été créé rue de Suresnes dans le 8e il y a 8 mois. On couvre avec Anastasia qui m'a rejoint l'Europe francophone, c'est-à-dire on a des gens qui sont inscrits, qui viennent de Belgique, du Luxembourg, de Monaco ou de Genève. Quelques mots sur JO Embro Regnan, même si la majorité d'entre vous nous connaissent. Le mantra, c'est aiming to be the best, not the biggest. C'est la devise de JO Embro qui résume l'ambition et la philosophie du groupe. C'est des équipes talentueuses qui, au fil de l'eau, ont rejoint le groupe sans leur imposer un style de gestion. Un mot sur Regnan, c'est la marque d'investissement durable et à impact du groupe. Depuis plus de 20 ans, Regnan fournit une combinaison de services d'engagement. Est-ce que vous m'entendez tout de suite? J'imagine que oui. Et je vais dans quelques instants passer la parole à Bertrand Lecourt. J'espère qu'il pourra prendre la suite. J'ai entendu un petit problème de connexion. On va le voir réapparaître dans quelques instants. Oui, en tout cas, on a la présentation. Donc Bertrand va s'adresser à vous dans quelques instants. Il a la tête d'une des deux équipes qui nous ont rejoints en 2020 et 2021. Il est en charge de l'équipe thématique et il va tenter de vous convaincre qu'il n'y a pas d'économie sans eau, ni d'économie durable sans gestion des déchets. Je vais te laisser la parole, Bertrand. Au fil de l'eau et des questions qu'on pourrait nous poser, je me permettrai de t'interrompre. Et puis, je suis ravi d'être là pour cet anniversaire. Un anniversaire, c'est toujours sympa. On va essayer de faire grandir ce beau bébé. Bertrand, à toi de parler. Merci Frédéric. Bonjour et bienvenue à ce webinaire JO Embro Regnan avec Occur. Je suis Bertrand Lecourt, le portfolio manager de la stratégie Regnan Sustainable Water and Waste. J'ai à peu près 40 minutes, 45 minutes pour vous faire la présentation. On va couvrir en fait ce qu'est investir dans un fonds thématique comme l'eau et les déchets. Et donc je vais essayer de définir un petit peu qui est l'équipe, comment on investit dans l'eau, quels sont les paramètres, comment on crée de la valeur à partir du projet d'investissement, et puis aussi réintégrer ça dans la boucle de l'investissement durable qui est assez important en ce moment. Donc j'ai une présentation en face de vous, vous voyez la partie rose, c'est Regnan, c'est un petit peu ce qu'on dirait le Intel Inside de JO Embro, c'est tout ce qui est fonds très spécifique lié à une partie durable et aussi thématique. Le motto du fonds, il n'y a pas d'économie sans eau et il n'y a pas d'économie durable sans gestion des déchets. C'est un fonds article 9. Par définition, le fonds est là pour résoudre 10 solutions dans l'eau et 10 solutions dans les déchets. Donc, on a une mission responsable dès le prospectus. C'est très important parce que c'est vrai que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'économie. Et puis, même si on a de l'eau mais qu'on n'a pas de gestion des déchets, l'économie s'arrête aussi. Donc, c'est vraiment le point essentiel du thème. Alors, comment investir dans une thématique comme celle-ci? Déjà, il faut une bonne équipe. Donc, voici ma bio. Ça fait plus de 22 ans que je suis sur le marché action, toujours en regardant en fait les valeurs qui sont dites utilities industrielles et un peu fondamentales dès mon départ dans la partie recherche. Quand j'étais chez Goldman, j'ai fait plusieurs entreprises dans la recherche fondamentale et puis passé à la moitié de ma carrière dans l'investissement. Et j'ai maintenant une dizaine d'années de track record en gérant cette stratégie d'eau et des déchets. Juste avant de rejoindre JO Embro, nous avions à peu près 3 milliards sous gestion dans mon ancienne maison, avec laquelle nous avons vraiment développé toute cette stratégie avec mon collègue Saurabh Sharma, que vous voyez ici, qui a aussi lui plus de 12 ans
d'expérience et avec qui nous avons travaillé tous les deux, continue à travailler. C'est mon co-portfolio manager. Nous sommes extrêmement compatibles en termes de connaissances et d'aspects techniques. Et ensemble, nous avions développé cette stratégie qui a encore pas mal de momentum, mais aussi une façon d'investir dans les fonds thématiques avec un certain biais qui nous permet d'avoir une stabilité dans l'investissement. Donc, stabilité dans l'équipe, stabilité dans l'investissement, en rejoignant Regnan. Alors, quelques paramètres pour le fonds Water and Waste. C'est un fonds global. Alors, forcément, ça touche 3 points importants. C'est global, thématique et durable. On n'a pas vraiment de benchmark comme tel, mais il nous en faut un pour des raisons régulatoires. Et la plupart de nos investisseurs ont un focus global. Donc, on a une thématique qui est au-dessus du MSCI World. Et depuis une vingtaine d'années, ça bat le MSCI World de 3-4% en moyenne. Donc, c'est tout ça passé par le fait que les fondamentaux de l'eau et des déchets, ça va un peu plus vite que la croissance du GDP mondial. Et puis, il y a plusieurs relais de croissance. Les déchets sont là où l'eau était il y a 25 ans, la partie émergente qui arrive, une revalorisation des actifs, parce que c'est vraiment une histoire de prix plus qu'une histoire de volume. Alors, c'est aussi une histoire qui est un petit peu de croissance défensive. C'est pas de la croissance tech, mais c'est quelque chose qui est un petit peu, je dis, ennuyant. Et ennuyant, quelquefois, ça peut être très beau. Et c'est une sorte d'histoire de ce qu'on appelle compounding en anglo-saxon. On laisse les choses croître naturellement. On a un bêta entre 0,85 et 0,90. Ça veut dire qu'aussi qu'on a un très bon, ce qu'on dit, up capture et down capture. Ça veut dire que quand le marché monte, on monte bien avec le marché. Et quand le marché se corrige, eh bien, on a un biais un petit peu défensif. On a un biais assez actif. Et puis, on a pratiquement 99% des valeurs qui sont dans l'univers d'investissement, qui ne sont pas dans un benchmark global comme là traditionnellement, donc qui ont vraiment valeur ajoutée d'aller voir ces entreprises qui sont complètement sous les radars de recherche. On a aussi très peu de rotation, donc on est très fondamental dans la façon dont on crée un portefeuille. C'est important de bien le positionner et de le laisser vivre. On tourne le portefeuille moins de 30% par an. Il y a 2 ans, on n'avait fait que 1 ou 2 trades. Cette année, un petit peu plus en 2022 parce qu'il y avait des rotations sectorielles. Mais typiquement, c'est important d'avoir quelque chose de très stable. On a une partie concentrée entre 35 et 50 valeurs. On voit ici 40-45 en ce moment. On aime bien d'être un peu mélangé quand il y a un petit peu de bruit sur les marchés, qui fait qu'on n'a jamais une position plus de 5% dans une valeur. Si on a au-delà s'il y a un thème qu'on aime bien, on va essayer de le diluer auprès de 2 autres valeurs pour éviter d'avoir un risque spécifique à une entreprise. Et puis, on a une allocation qui est flexible, c'est-à-dire qu'on peut être 70% dans l'eau, 30% dans les déchets, ou 30% dans l'eau, 70% dans les déchets. Tout est analyse bottom-up. On regarde ce qui est le mieux en ce moment, et le résiduel, si on est un peu plus dans l'un ou dans l'autre, eh bien, ce sera la partie exposée dans le thème. Mais il y a une très très belle exposition déchets. C'est là où nous sommes vraiment différents d'autres fonds qui sont dans des fonds thématiques eau. C'est qu'on est très pur. 90% du portefeuille est vraiment pur dans l'eau. On ne va pas essayer de rattraper des sociétés de biotechnologie ou technologie ou d'autres choses parce que le marché rallye, c'est vraiment le thème qui tourne, qui fait pousser le portefeuille. On a bien sûr une intégration ESG avec notre propre système de notification chez Regnan. On a une expérience de plus de 25 ans dans le domaine, avec un biais engagement avec les entreprises. Et puis, on a une capacité aussi de savoir ce que font ces entreprises par une exposition à leurs fondamentaux. Donc, la capacité du fonds, ce n'est pas du tout niche. On avait 3 milliards en rejoignant Regnan. C'est une histoire qui peut aller 5-6 milliards facilement, sachant que les déchets apportent encore 50% plus de capacité par rapport à une stratégie eau classique. Donc, ce n'est pas du tout niche, c'est vraiment quelque chose qui apporte une diversification. Et on voit que ce fonds, c'est vraiment un double diversifier. Des diversifications parce qu'on a des risques retours comme un fonds tech en ayant des entreprises complètement différentes. Une diversification aussi de façon environnementale parce que en dehors de la chasse aux problèmes carbone, climate change, etc., bien on apporte une solution aux problèmes qui ne sont pas gazeux, mais aux problèmes qui sont liquides et matières, c'est l'eau et les déchets. Alors, avançons un petit peu dans l'histoire. Pourquoi l'eau et les déchets? Eh bien, c'est vraiment revenir aux sources. C'est-à-dire que l'économie, c'est vraiment basé sur le fait que nous sommes des machines organiques et que c'est vraiment très humain. C'est-à-dire que pour faire avancer l'économie, il faut 2 personnes et pour échanger des biens, eh bien, il faut que la personne fonctionne bien. Nous sommes des machines organiques. On reçoit de l'eau et de la matière et on rejette de la matière usée, de l'eau usée. Et si on ne le fait pas bien, eh bien on devient malade. C'est vrai au niveau d'un corps, c'est vrai au niveau d'une communauté, c'est vrai au niveau d'une ville, c'est vrai au niveau d'un pays et même d'un continent. Alors, il y a vraiment 5 facteurs de croissance qu'on voit depuis l'éternité, le moment, il y a 12 000 ans, depuis qu'on était arrêté d'être chasseurs-cueilleurs,
d'aller à la chasse à la nourriture et de chercher l'eau, eh bien on s'arrête auprès des rivières, des lacs, de la mer, et on utilise l'eau en termes de ressources pour faire l'agriculture ou l'utiliser en termes de ressources d'énergie. Et à ce moment-là, eh bien on utilise un petit peu plus de cette capacité à créer des biens. Donc on a plus de temps pour être plus de technologie et on devient un peu plus riche. Et en étant plus riche, on a plus de biens, on crée plus de déchets et il faut les gérer, etc. Donc ces 5 facteurs de croissance qu'on a depuis 10 000 ans, eh bien c'est la concentration des gens au même endroit. C'est le premier, ce qu'on appelle l'urbanisation. Et c'est la première fois, il y a 10 ans, en 2011 à peu près, un peu plus de 10 ans, que dans le monde, plus de gens maintenant vivent dans les villes que dans la partie, je dirais, à la campagne. Et quand ça va s'accélérer, on va aller à plus de 70% de ce phénomène. Ce n'est pas forcément les grandes villes, mais c'est aussi les petites villes. Et quand on passe de la campagne dans les villes, eh bien, on va consommer on va devenir un peu plus riche, 4 à 5 fois, et on va consommer 4 à 5 fois plus de choses. Donc c'est bien parce que c'est la meilleure façon qu'on a pour allouer les biens, mais en même temps, on met un peu de pression. On a une pression sur la consommation, parce que, ce qui est le deuxième point de croissance, tout ce que nous consommons, c'est intensif en eau. C'est-à-dire que l'eau, ce n'est pas juste 200 litres par jour pour nettoyer, faire la vaisselle et cuisiner. L'impact augmente avec le développement humain. C'est-à-dire que maintenant, on a à peu près 12 000 litres de jour d'empreinte sur notre esprit de consommation. Et forcément, tout ce que nous consommons qui sont des biens, eh bien, en moins de 2 ans, ça devient des déchets. 95% des choses qu'on consomme deviennent des déchets en moins de 2 ans. Et ça met énormément de pression eh bien, sur l'infrastructure autour de nous. C'est le troisième relais de croissance que vous voyez au milieu. Cette histoire d'infrastructure est importante parce que ça commence avec l'eau. Pour avoir de l'eau potable, d'abord, on va essayer de stocker l'eau, de la traiter, de la porter chez nous. Puis après, l'eau qui est usée, il faut qu'on la traite avant de la rejeter dans le système naturel. Donc, dans les pays développés, il faut continuer à investir. Plus de 150 ans, même rythme aux États-Unis, pareil en France, au Japon, un petit peu partout. Et puis dans les pays en voie de développement, on construit le système. En même temps, les entreprises industrielles aussi doivent s'adopter parce que les processus industriels sont importants en termes de gestion de l'eau. Et puis toute cette eau, ça crée aussi des déchets à terme, à travers le processus de développement. Et les déchets sont beaucoup plus en arrière que l'accès à l'eau, c'est-à-dire qu'à peu près 50% des déchets dans le monde ne sont même pas collectés. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a fait depuis des milliers d'années, quand il y a quelque chose qu'on ne veut plus, soit on brûle, soit on l'enterre, soit on jette dans la rivière. Et ça, c'est important. On voit en Inde que même pas 30% des déchets sont collectés. Donc, il y a cette grande tendance d'avoir cette infrastructure pour avoir une économie durable. Et forcément, il faut un petit peu de régulation pour être sûr que tout soit bien encadré. Et ça, c'est un vrai facteur de croissance dans le thème. Pourquoi ? Parce que quand on a des petits monopoles dans l'eau, il faut qu'on puisse pricer ça de façon équitable. Donc, il y a toujours un biais de création de valeur, toujours au-dessus du coût du capital. À chaque fois qu'on investit, il y a une création de valeur. Mais ce n'est pas comme le gaz ou l'électricité où il y a un prix unique avec une position dominante. Au contraire, c'est des milliers de prix en fonction de chaque ville. Et à chaque fois qu'on investit, on a une visibilité d'investissement. Et puis maintenant, on a l'autre point de relais de régulation, c'est que tout le monde a un rapport annuel ou un rapport d'investissement durable. Il faut quantifier ce que l'on fait, il faut avoir des solutions. Et la plupart des entreprises se tournent vers les compagnies pour les aider à avoir leur impact durable. Il y a aussi des régulations niches, des petits marchés qui s'ouvrent continuellement dans l'eau et des déchets. Un des exemples, c'est le ballast water, où tous les bateaux dans le monde maintenant doivent traiter l'eau avant de la rejeter. Et c'est un marché qui est passé de 50 milliards à 350 milliards le lendemain. Il y a des entreprises qui ont bénéficié de ces secteurs. Forcément aussi, il y a tout ce biais infrastructure. Il y a un gros biais infrastructure aux États-Unis, 500 milliards d'investissements. À peu près, à chaque fois qu'on fait un investissement dans l'infrastructure, il y a à peu près un quart qui va dans l'eau et des déchets de façon automatique. Donc, un beau relais de croissance assis à terme. Et finalement, l'eau et les déchets, c'est une histoire simple. C'est le monde réel, c'est-à-dire qu'on transporte et on nettoie l'eau, et on transporte, on nettoie les déchets. C'est notre histoire humaine. Donc, à travers ces 5 valeurs de croissance, on va pouvoir illustrer tout ça. Bien sûr, tout ce qu'on consomme, c'est de l'eau. On le voit, un café, c'est 130 litres d'eau. On peut avoir 2 bières pour ce type d'intensité. Toute la technologie maintenant sur laquelle on base le futur est liée aux microchips. On voit que sans microchips, eh bien, sans eau, il n'y a pas de macrochips, il n'y a plus de technologie. Et toute cette histoire d'empreinte eau, aussi, on retrouve dans les déchets. Donc, tout ce qu'on a consommé, ça devient des déchets. Les déchets ne disparaissent pas. Au contraire, ils se cassent en petits morceaux et il faut les gérer. La seule chose qu'on puisse recycler pour toujours, c'est vraiment le métal. Sinon, il faut des matières nobles, comme le bois, peut-être du verre, peut-être des choses organiques. Mais notre société a créé maintenant des problèmes qui sont beaucoup plus ennuyeux parce que tout ce qu'on crée ne meurt pas, ça se casse, ça se retrouve partout. Donc, il faut des entreprises pour pouvoir avoir ces solutions. Alors forcément, on a aussi une exposition aux UN Development Goals.
On le voit par exemple pour le ballast water dans l'eau, c'est le SDG 14, et pour la partie tout est déchets, c'est le SDG 11. Donc on peut faire un mapping en fonction de l'exposition du portefeuille. Maintenant, essayons de remettre ça dans la dynamique de long terme. Il n'y a pas d'économie sans eau. Qu'est-ce que c'est que l'eau dans la thématique? Alors, si on reprend un horizon beaucoup plus large, sur 100 ans, on voit que la croissance de la population a augmenté en orange, et on voit qu'on tire de plus en plus d'eau. Tout est beaucoup plus intensif en eau, que ce soit la partie biens de consommation, la technologie, l'électricité qui utilise beaucoup d'eau. Et on s'aperçoit qu'entre l'offre et la demande, eh bien, il y a un déficit. Donc, soit on crée encore plus d'infrastructures pour, je dirais, avoir des réservoirs, des tuyaux et d'apporter tout ça à la consommation, que ce soit municipale ou industrielle, ou soit d'autre côté, on essaie d'être plus efficace en fonction de notre consommation. Mais quoi qu'il arrive, il y a un déficit et il faut essayer de plus en plus de le gérer. Alors, ce n'est pas qu'une histoire de volume, il y a une histoire de prix. C'est-à-dire quand on regarde l'évolution, eh bien, si on met la richesse à gauche et puis combien on paie pour un mètre cube d'eau en bas, eh bien, on s'aperçoit que dans le monde, en fonction de la taille des pays et de leur richesse, eh bien, on paie à peu près 3 $ par mètre cube, donc 3 $ pour 1000 litres, c'est pas cher, pour avoir l'accès à l'eau et l'eau usée, nettoyée, plus l'amortissement de l'infrastructure. On s'aperçoit que tous les pays émergents majeurs sont en phase de progression, et c'est important de se dire qu'aujourd'hui, en moyenne, une facture d'eau pour un ménage dans les pays développés, c'est pas énorme. C'est à peu près 60 $ par mois, donc 60 € à peu près, pour avoir un bien essentiel. C'est moins de 2% d'un budget d'un ménage classique. Donc c'est un peu incompressible, mais en même temps, ça nous permet de pouvoir investir et de façon d'avoir une pricing qui permet d'avoir une création de valeur et de stabiliser le système d'investissement. C'est très important que la dynamique de prix est totalement abordable dans tout le système au niveau mondial. Donc volume fois prix fait qu'il y a un marché qui croît et dans lequel on peut vraiment avoir une stabilité de l'investissement. Alors, si on choisit de suivre la valeur ajoutée de l'eau, c'est ce que nous faisons, c'est de comprendre qu'on prend l'eau à la source et après on va la rejeter dans le milieu naturel à droite. Donc, si nous sommes un consommateur domestique à la maison, ben d'abord, on va payer pour le prélèvement de l'eau, le pompe, la partie dessalination dans certains pays. Après, on va le stockage, la filtration, tout ce qui est à peu près le pompe, les réservoirs, le transport des gros tuyaux et des petites tuyaux jusqu'à la maison. Puis après, on va avoir le metering, certains systèmes de traitement, et puis on le rejette à la nature. Donc, en échange, on utilise que pour 10% de toute l'utilisation de l'eau, c'est à l'usage domestique, on va payer pour toute la chaîne de valeur. Pour les industriels, ça peut être entre 20 et 40% en fonction des pays. Peut-être que tous les industriels ne vont pas prendre la chaîne de valeur, qu'une partie. Et pour la partie agriculture, c'est très peu, c'est-à-dire qu'on va pomper et éclabousser pour la production. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut investir dans toutes les entreprises de la chaîne de valeur au niveau mondial. Et ça, c'est 2,5 trilliards de market cap, plus de 350 valeurs avec les déchets. Donc, énormément de capacité de diversification dans cette thématique. Donc, tout n'est pas des utilities, au contraire, c'est vraiment tout un tas d'entreprises dans la chaîne de valeur. Et donc, après ce développement de l'eau, on devient riche et on a ces problèmes de gestion des déchets. On le voit encore, il n'y a pas d'économie sans gestion des déchets. Si les gestions des déchets ne sont pas faites dans une ville, eh bien, au bout de 2 semaines, il y a des problèmes, je dirais, de santé, de peste qui peut arriver et toute l'économie s'écroule. Et on le voit, depuis 100 ans, ces déchets, cette histoire des déchets est maintenant en train de doubler, tripler, on en entend énormément parler. C'est important parce qu'il y a une convergence de la façon dont on consomme et on gère ces problèmes au niveau mondial, que ce soit en Corée, au Brésil, aux États-Unis, en Europe. Eh bien, on a ce même comportement de gestion des déchets avec cette accélération qui est clé dans un horizon d'investisseur. Alors, ces histoires de marché qui explosent, pourquoi? Eh bien, combien plus riche, on le voit, la richesse par tête à gauche, et combien de déchets on produit par an? À peu près 450 kg de déchets par an. Si on divise ça par 365, c'est à peu près 1,2 kg par an, par personne en moyenne. On s'aperçoit que les pays émergents comme la Chine, qui sont plus vraiment émergents, eh bien, on a une énorme marge avant de doubler ou tripler pour être au niveau des États-Unis, ce qui fait qu'on est à peu près mieux ici pour un type de consommation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut payer pour ces problèmes de déchets? C'est, oui, de façon plus efficace que dans l'eau, parce que la facture moyenne pour la gestion des déchets, la collecte et le traitement, c'est à peu près 20 $ par mois, donc un tiers d'une facture d'eau et presque un vingtième d'une facture électrique et gazière en ce moment. Donc 20 $, c'est pour collecter et le mettre dans une décharge. Si on veut faire les choses un peu mieux et créer peut-être un système de recyclage ou de valorisation des déchets énergétiques, eh bien cette facture va passer de 20 à 40 $, ce qui fait que c'est toute cette dynamique des entreprises qui était un petit peu ennuyante à l'époque,
eh bien, deviennent beaucoup plus profitables. Et la revalorisation des entreprises de déchets, qui passaient de 5 fois l'EBITDA, eh bien maintenant, on a des rallyes de croissance et de valorisation où elles sont maintenant valorisées à 15 fois l'EBITDA. Et on le retrouve partout dans l'univers pour gérer cette thématique. Alors, l'exemple, c'est les exemples types du plastique. On parle beaucoup de plastique, mais il y a encore 60 ans, il n'y en avait pas. Donc, tous les déchets étaient beaucoup plus nobles. C'était des matières comme de l'eau, c'était comme des matières, par exemple, comme du verre, du bois, du métal, des matières organiques comme de la nourriture. Mais depuis les années 50, on a utilisé la pétrochimie pour créer des biens qui sont un peu plus complexes, et c'est toujours de façon exponentielle. Donc, on n'a toujours pas atteint le pic plastique. Aujourd'hui, le plastique, c'est que 14-15% de la masse des déchets, et ça va continuer à augmenter. Mais c'est vraiment de façon illustrative, c'est-à-dire que même si on a des voitures électriques et des Tesla à 15 ans pour essayer de sauver la planète de façon climatique, on a toujours besoin de plastique parce que c'est léger, ça résiste à l'eau, c'est antibactérien, etc. Le problème, c'est que depuis ces 60 ans, on a créé beaucoup de plastique, et on voit que c'est un petit peu la flèche bleue, 10 milliards de tonnes créées. Où est ce plastique aujourd'hui? Il y en a, la plupart du plastique est autour de nous, un tout petit peu a été incinéré, moins d'1% a été recyclé, et la plupart est dans la nature, dans les rivières, dans les champs. Alors ça, c'est important parce que c'est vraiment l'image du fond, et ce thème, c'est vraiment notre image à nous. Input, output, on stocke un petit peu, on recycle et on rejette. C'est une partie linéaire, mais la plupart, je dirais, des fonds dans lesquels on investit, c'est un biais consommateur, la tech, de China Consumer, c'est la partie bleue. Et nous, en termes d'investissement dans le fonds des déchets, on essaie de gérer cette problématique. C'est l'envers de la croissance, c'est, je dirais, the waste side story. Et on essaie de vraiment nettoyer ces problématiques de consommation. Alors, c'est intéressant de se dire ça parce que même si on se dit en termes de régénération d'actifs, le recyclage, c'est vraiment défini. Il faut au moins le collecter et nettoyer. Et c'est là où les déchets se rejoignent. C'est la même histoire à long terme, c'est la même solution. C'est-à-dire que si on ne veut pas avoir de verre en plastique ou de cup en plastique pour le café, on va prendre une tasse en porcelaine, et pour la réutiliser, il faut de l'eau, on la met dans la machine à laver pour la nettoyer. Et puis aussi, si on veut protéger l'eau, il faut gérer les déchets. Donc cette symbiose entre solutions est très importante parce que l'un marche avec l'autre, et même si on parle beaucoup de recyclage, en fait, il faut démarrer par la collecte, il faut démarrer par le nettoyage. On peut recycler une partie, mais on va simplement réduire un petit peu le temps de cette problématique. Donc il faut vraiment tout repenser, et c'est pour ça que cette thématique a une histoire de long terme, parce que tout ce qu'on consomme a été créé pour la consommation. Dans nos manuels, il n'y a rien qui dit, donc on a consommé quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut vraiment tout redéfinir. Alors, c'est pour ça que les sociétés d'investissement dans les déchets sont importantes, parce qu'on va créer la valeur qu'il y a dans les déchets, qui sont une composition énergétique ou matérielle, et on va passer de la décharge à l'incinération, la valorisation énergétique, au recyclage, à l'utilisation des déchets dangereux, et à chaque fois, eh bien, on va extraire de la valeur. Alors, on le voit dans la chaîne de valeur des déchets, comme dans l'eau, on l'oublie, mais au début, eh bien, on a des déchets municipaux, des déchets commerciaux ou industriels, des déchets un petit peu dangereux, comme on voit avec l'histoire Covid, les masques ou les choses biohazard. Alors, la première chose qu'on essaie de faire avec les déchets, c'est de les traiter localement. Et quand on ne peut pas les traiter localement, on va les transporter, c'est la partie logistique, le dispatcher. Et puis après, on va les traiter de façon efficace. On va essayer d'en faire quelque chose de nouveau et de créer un déchet qui est une source de problème à une nouvelle ressource, que ce soit des matières ferreuses ou non ferreuses, une matière de recyclage de déchets, d'huile, qui sont liées au restaurant pour faire des nouveaux fuels, ou à essayer de revaloriser par exemple des papiers. Donc on a des entreprises dans les déchets qui peuvent être totalement intégrées, qui vont avoir tous les clients, toute la transportation, tous les faits de transformation et de recyclage, ou des entreprises qui sont que spécialisées dans le transport, ou que la revalorisation des déchets hasardeux. Alors aussi, ce qu'on peut voir, c'est que sous cette chaîne de valeur, on peut avoir une diversification par réseau et aussi par géographie, comme dans l'eau. Quand on regarde cette thématique, pour résumer, eh bien, c'est une histoire thématique de croissance. On a de plus en plus de monde sur Terre, au même endroit, pour concentration pour avoir une belle réallocation de richesse. Ça crée beaucoup de pression sur l'infrastructure. Bien sûr, il y a une création de richesse qui est liée aussi à cette dynamique de croissance, mais il faut être sûr qu'on a une problématique de santé et de sécurité mise en place. La régulation est importante. On a un problème de ressources qui est clé. Je ne vais pas parler du climat, mais le climat, c'est clé. Le climat va apporter beaucoup plus de tension sur la sécheresse. Il y a des entreprises dans l'eau qui vont être là pour gérer ces problèmes
par exemple de réservoirs d'eau, d'allocation de ressources, ou même dans les déchets aussi, pour être sûr que les choses ne vont pas accentuer les problématiques. Et au cours du temps, on s'aperçoit que cette dynamique qui ne part pas, bien crée une vraie valeur. Depuis 20 ans, bien, le système de l'eau et des déchets, là, c'est deux indices qui ne sont pas extrêmement parfaits parce qu'ils sont liés sur les market cap et pas purs en termes de chaîne de valeur, mais c'est quand même un très bon proxy. Et bien, on voit qu'on a une super-performance par rapport à MSCI World, à peu près 3-4% par an, et ça sans détenir de tech, sans détenir de pharma, sans détenir de conso. C'est vraiment une histoire qui passe sous les radars, et c'est un très très bon diversificateur dans les portefeuilles classiques où on est trop exposé sur ces grands secteurs, que ce soit dans des fonds US, européens ou émergents. Donc il y a quelques chocs quelquefois, ça c'est le Covid. On croyait qu'il n'y avait plus de déchets, mais les déchets sont passés de nos bureaux chez nous. Et quand on s'est aperçu que c'était le cas, effectivement, on a un très beau rallye. Cette année dernière, encore un petit peu de tassement, mais on a encore des fondamentaux de très bonne qualité. Parce que ce qui se passe sur le marché, ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans la réalité. Dans la réalité, on s'aperçoit qu'au cours des 20 années, les résultats de ce thème croient à peu près 12% par an. Et avec une stabilité de croissance de profitabilité. Donc ça veut dire que tous les ans, le prix fait qu'on a une profitabilité de transformation du cash qui est un petit peu plus intéressante. Ces entreprises sont plus profitables, ce qui fait que les multiples sont un petit peu plus élevés chaque année. Ce n'est pas une croissance explosive, c'est ce qu'on appelle du compounding en anglo-saxon, ce qui nous donne une très belle visibilité à long terme. Donc si on se dit 10-12% de croissance de résultats avec un dividende entre 2 et 3%, c'est entre 12 et 15% de retour total. On peut relancer tous les ans sur une moyenne de 3 à 5 ans. Et on voit qu'on a beaucoup plus de stabilité sur les résultats que ce qu'on voit sur les marchés. Donc, c'est très important de les tenir dans un portefeuille et de garder l'histoire stable. Alors, forcément, cet univers a changé. Il y a 30 ans, il y avait une trentaine de valeurs qu'on voit aussi dans la ligne bleue, le nombre de stocks dans l'univers, à 350. La règle, c'est à peu près 10 nouvelles valeurs dans l'univers tous les ans. C'est important, il y a des entreprises qui viennent sur le marché, comme Mobrook en Pologne, Orbipar au Brésil, Anthony West en Inde. Il y a aussi beaucoup de M&A, d'activités. Encore, c'est au début d'année 2023, des grosses entreprises dans l'eau viennent de fusionner. Ce qui nous donne beaucoup d'opportunités pour avoir un petit peu plus d'extra dans un portefeuille qui va vous donner un retour un peu stable. Alors forcément aussi la liquidité est importante. Quand je dis que ce n'est pas un secteur niche, bien on voit que la liquidité dans cette thématique a fait x10 en 30 ans, et ça continue. Les entreprises deviennent plus matures, plus pures, pour avoir une vraie histoire diversifiante dans un portefeuille. Alors, comment on essaye d'investir? Comment avoir un sentiment d'investissement dans une thématique qui soit totalement visible? Alors, pour créer un bon fonds thématique, ce n'est pas simplement mettre 30 valeurs dans un portefeuille et se dire, ça y est, j'ai un fonds thématique. De notre côté, on va essayer de faire un mapping. C'est-à-dire qu'on va regarder tout le thème de l'eau et des déchets, et donc à peu près 350 valeurs. On va les mettre dans ce qui est la définition de l'eau et des déchets. Donc, je ne vais pas investir dans Coca-Cola parce qu'il y a du plastique et l'utilisation de l'eau avec du gaz dedans. Mais Coca-Cola a besoin des entreprises comme Evoqua qui va traiter tout le système de recyclage de l'eau. Et puis, une entreprise comme Veolia qui va apporter des solutions de plastique. Donc, c'est plutôt des entreprises qui sont là pour aider à la transition dans cette dissolution d'eau et des déchets. Ensuite, on a une pureté. C'est-à-dire qu'on va modéliser pour chaque entreprise quelle est la part du revenu qui est tirée par ces solutions. On a un seuil à près de 40 à 50% pour chaque valeur, mais au niveau du portefeuille, c'est 90% pur. Donc, il peut y avoir des entreprises qui, par exemple, comme Veolia, 40 à 50% de l'eau et déchets de chaque côté. On a 90% eau et déchets, 10% services à l'énergie. Les services à l'énergie, je ne peux pas les retirer. C'est une partie qui est pas vraiment pure dans le thème, mais cette partie-là, c'est peut-être que 2 ou 3 bips dans le portefeuille. Donc, ce qui fait que c'est vraiment le portefeuille qui est tiré par la thématique. À partir de là, il y a 3 étapes pour créer le portefeuille. On mappe toutes ces entreprises. On va regarder la première étape, la qualité, 10 facteurs de qualité. Donc, c'est surtout sur notre capacité à modéliser ces entreprises sur les 20 ans et sur les 10 ans à venir, les 20 ans passés et 10 ans à venir. 10 facteurs qui fait une qualité d'entreprise, la création de valeur, le retour sur equity, la création du cash, le cash flow yield, la capacité à avoir une augmentation des marges, la santé bilancière, la net dette sur EBITDA. Et donc, toutes ces entreprises ont une note entre 0 et 10 et on les compare les unes par rapport aux autres, de la meilleure à la plus mauvaise. Ensuite, ça ne suffit pas. On peut avoir 2 entreprises avec une note similaire, mais une est déjà pricée et l'autre a beaucoup plus d'upside. Donc, pour savoir sur quel prix on peut se baser, eh bien, on a 5 technologies de valorisation qu'on a mis en place qui convergent en fonction
nos estimés, et ça nous donne un objectif de cours à 2-3 ans avec la composition du dividende. Ce qui fait qu'on a la qualité plus l'upside, et après la décorrélation qui est très importante pour avoir un effet absorbeur dans le portefeuille, et on a notre 35 à 50 valeurs du portefeuille. Alors ça, c'est un exemple de la création du système qu'on a développé depuis 10 ans. Le premier thème de 0 à 10, c'est la qualité, c'est en bas. Donc on va être plus vers la droite, des entreprises qui sont de bonne qualité. Et puis après, l'upside, c'est le deuxième pivot. On a dit ici, le deuxième pivot, c'est 0, 10, 20, 30, 40, 100% d'upside. Et chaque entreprise ici, eh bien, une partie de liquidité. Et à chaque fois qu'on investit dans une entreprise, ça devient orange. Donc le portefeuille est jaune, le thème est rouge. On ne le voit pas très, c'est un peu concentré ici, mais le portefeuille est 20% au-dessus du thème. Ce qui fait que si on a un hit ratio de près de 60%, bien, ça sera toujours au-dessus du thème. Et c'est ce que l'on fait au cours du temps. Qu'on a une belle entreprise ici qui a une bonne qualité, bonne upside, personne ne la regarde, parce que c'est sous les radars. Nous commençons à la modéliser. Nous parlons avec notre équipe Regnan de la partie intégration durable. Et on pense que c'est une belle histoire. On va en investir. Et au cours du temps, la valeur monte. Il y a moins d'upside, ça va glisser et retourner ici. Et là, on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il faut maintenant la recycler dans une autre histoire. Et donc, on va peut-être vendre et revenir ici. Ce qui fait qu'on a toujours cette capacité à être au-dessus du thème. Et ce qui fait qu'on a surperformé une grosse partie des compétiteurs ces dernières années, parce qu'on a cette capacité à ne pas forcément être dans une niche. Donc, on n'est ni croissance, ni valeur, ni dividende. On a un blend de ces choses-là, ce qui fait que ça nous permet d'être passer à travers les cycles et d'avoir un système d'investissement très, très stable et de savoir à chaque moment où nous sommes. C'est-à-dire que si une entreprise, par exemple, de pompe qui est ici, qui est très bien, elle est un peu trop chère, pourquoi investir dans celle-ci si on peut trouver une autre ici qui a meilleur prix et complètement sous les radars? Ça nous permet d'être quelquefois un petit peu en amont sur le marché. Alors, on a un portefeuille très stable. La moitié du portefeuille est des entreprises qui sont là, qui durent, qui vont componder. Si ça va trop vite, on ajuste et puis on va remettre un petit peu plus dans les entreprises qui sont en retard. Une 30% du portefeuille sont peut-être des entreprises qui sont jouables à 1 à 3 ans, soit en fonction des cycles, des zones géographiques. Et puis les 20% restants, c'est plus dans le portefeuille d'entreprises qui peut avoir un biais M&A, ou d'entreprises qui ont été décimées par des risques de marché ou qui sont complètement oubliées. Donc ça nous donne une capacité stable d'avoir des idées d'investissement autour d'une partie cœur du portefeuille. Alors, comment on peut composer un portefeuille? Quels sont en fait le manuel d'un fonds thématique comme celui-ci? On voit qu'il y a une très belle stabilité du cash, une capacité de diversification. Mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment 3 facteurs clés. Le premier facteur, c'est la stabilité des résultats, très très stable. Quand on retourne les facteurs de risque, on voit qu'on peut voir ce cash venir à 1 an, 2 ans, 5 ans, et ça, c'est vraiment notre point d'ancrage. Après, sur les facteurs risques, eh bien, il y a 2 phénomènes importants pour le fonds. C'est qu'il y a un très fort biais sectoriel et un fort biais de taille. Biais sectoriel, on s'aperçoit que on n'a pas de finance, on n'a pas très peu de santé, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de tech, on n'a pas de consumer. C'est surtout des biens industriels, d'équipements, des services ou un petit peu d'utilities. Donc c'est complètement l'opposé d'une allocation classique dans un fonds mondial, européen, etc., qui est très biaisé tech, très biaisé conso, très biaisé pharma, ou alors avec des biais qui sont très cycliques comme les bancaires ou le pétrolier qui vont, faire des retours à la moyenne. Donc ça, c'est très important en termes de diversification. C'est pour ça aussi qu'on essaye d'être bien pur pour ne pas essayer d'aller courir après des secteurs qui ne sont pas les nôtres. Un point en façon régionale, c'est pratiquement comme un fonds global, pas par envie, mais par définition, quand on fait un mapping de l'eau et des déchets, c'est très proche de l'allocation d'un MSCI World qui nous permet qu'on n'a pas besoin vraiment de courir auprès des risques macro. Si les taux de change évoluent, on a une sorte de hedging naturel. Si les matières premières augmentent comme le pétrole, on va faire de l'argent sur les déchets, sur l'énergie, qui va nous protéger un peu sur les tournées des déchets avec les camions classiques de déchets. Si les matières recyclées, les métaux ferreux explosent, eh bien, on va créer de l'argent avec notre cyclage de métaux ferreux qui va protéger le fait que pour créer des pompes, eh bien, il faut avoir accès à certains métaux. Donc, on passe à travers un peu tous ces problèmes de risque macro, à travers les positions géographiques. Donc, si il serait vrai qu'on a un biais un peu plus US, si l'Europe rebondit un petit peu plus, on aura peut-être un différentiel à court terme, mais généralement, il y a des retours à la moyenne qui nous permettent d'absorber les chocs.
L'autre point, donc j'ai dit facteur sectoriel, très important en termes de diversification. Et puis l'autre, c'est la taille. On s'aperçoit que c'est des tailles moyennes de CAPI à peu près 10 milliards. Donc il n'y a pas de méga cap, il n'y aura jamais de Google d'eau ou d'Amazon de déchets, ça n'existe pas. C'est très local. Donc cette histoire de ce qu'on appelle de guerre, de trading et de supply chain va nous impacter très peu. C'est vraiment intéressant de savoir que les déchets sont gérés à 50 km, le même pour l'eau. Il y a quelques entreprises mondiales qui vont vendre des biens d'équipement au niveau mondial, mais c'est très fragmenté, ce qui nous permet vraiment de nous concentrer sur ce qui se passe dans chaque pays. Donc, on n'a pas vraiment ce risque de taille qui peut être lié comme à des fonds sectoriels. Si on a un fonds tech et Apple a un problème, toute la partie sectorielle tech va être impactée. C'est vrai pour les bancaires, c'est vrai pour le pétrolier. Pour un bon fonds thématique, notre corrélation entre chaque actif est proche de zéro, et c'est ça qui est un biais très important pour le portefeuille. Donc, très belle dynamique de croissance de résultats, très stable, et la partie sectorielle, la partie taille, qui peut influencer, comme on a vu pendant la partie Covid, où en mars 2020, eh bien, tout le monde voulait prendre la tech, la consommateur et du pharma avec de la taille, et là on était un comportement différent, et ça s'est renversé complètement l'année d'après. Alors on a des concentrations assez importantes, on s'aperçoit que équilibré, je dirais, on a dans l'eau les déchets, très peu par rapport à l'indice de référence. Donc, on ne va pas faire des gros paris sur les entreprises, on va essayer vraiment de les équilibrer. Et ça, par rapport à un marché qui est complètement oublié, qui a complètement oublié ses valeurs. Alors, on a des valeurs très simples comme American Water Works, c'est une entreprise qui comparent au cours du temps autour des MSCI Awards. C'est une entreprise d'eau au niveau mondial qui est régulée, qui va vous donner entre 10 et 11% de retour sur equity tous les ans avec un pass-through total. Et c'est pour ça qu'en temps d'inflation, comme on l'a vu en 2022, eh bien, on a été complètement protégé. Parce que si on regarde sur 100 ans, les entreprises d'eau, par exemple, elles vont vous donner entre 10 et 13% de retour sur equity, book value. Et si on regarde les taux d'intérêt, c'est assez lié. Donc, si les taux d'intérêt remontent, eh bien, les retours equity augmenteront aussi parce que ce coût de la dette, ce coût d'inflation, du travail, etc., va être reflété dans la facture d'eau au cours du temps. Donc, il y a ce qu'on a fait un passage des coûts au cours du temps, de l'inflation dans les factures d'eau. Et comme c'est que 2% de la facture d'un ménage, on ne va pas le sentir passer. Et ces entreprises peuvent toujours investir en créant de la valeur. Maintenant, pour les déchets aussi, une histoire qui est intéressante comme American Waste Management, qui est une entreprise intégrée dans la chaîne de valeur. Donc, elle fait la transportation, le transport des déchets, la valorisation, le recyclage, etc. C'est des entreprises qui sont très stables, qui ont une création de valeur bien au-dessus des double digits en termes de return sur equity. C'est un effet prix, donc on a une augmentation de la profitabilité et de la création de cash dans ces entreprises, des santé bilancielles extrêmement bonnes, et on a cette surperformance classique au-dessus d'un indice mondial, ce qui fait qu'on a une protection inflationniste, mais on a aussi, même en cas de récession, une capacité d'absorption des chocs, et en cas d'expansion aussi une capacité de croître. Donc deux types d'investissements très stables, très matures, et ces entreprises, eh bien, on va les retrouver dans les pays émergents, la partie émergente, et là on était il y a 15-20 ans, et c'est ce qu'on peut se dire à terme, dans 20-25 ans, quand les pays émergents sont matures, eh bien ce sera ce type d'entreprise qui compound à double digit. Alors, bien sûr, on a aussi un système d'investissement durable, et on s'aperçoit que Regnan a une très très belle histoire de plus de 25 ans dans la création de cette connaissance d'investissement durable notation avec les fonds Regnan récemment. On a toute une équipe derrière nous qui va nous aider à avoir une très très bonne vue sur la partie d'investissement. À chaque fois qu'on investit dans une entreprise, on a aussi une notation et une vue sur la partie responsable avec les systèmes d'engagement. Et on a aussi une capacité de noter toutes ces entreprises à chaque fois qu'on investit, et puis aussi de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire d'investir dans un fonds thématique? Donc déjà, c'est une très belle notation en termes de rating ESG, et puis c'est aussi une pureté, et puis aussi c'est se dire, mais investir dans le déchet, eh bien, comment on peut quantifier, comment on a une exposition? Eh bien, qu'on a un investissement dans ces types d'entreprises, on a une part de ce qu'elles font, et en quantifiant à peu près tous les ans la partie traitement de l'eau, apport d'eau potable ou gestion des déchets et recyclage, et bien à peu près 5 000 $, dans le fonds, 10 000 $, c'est l'exposition à peu près l'apport de l'eau des déchets à 2 à 3 familles. Donc c'est une capacité de se protéger nous-mêmes parce que ces solutions sont inflationnistes, notre facture va augmenter, c'est 2 à 3% de notre budget familial,
va être en augmentation classique dans les prochaines années. Donc, non seulement on a une diversification dans nos investissements, quelque chose qui donne un risque autour comme de fonds tech, mais en plus, une capacité de se protéger et de protéger un petit peu, je dirais, le système sur les solutions de déchets. Alors, je vais aussi aller un petit peu plus loin. Comment utiliser un fonds thématique dans un portefeuille? Eh bien, quand on regarde 15 ans de performance en termes de classe d'actifs en fonction du risque, si on a des global bonds, des high yield, mais un fonds global equities qui est ici, qui est tiré quelquefois par des zones comme l'Europe, la UK, ou des secteurs comme les zones financières ou énergétiques mean reverts, eh bien, on a besoin de sortir de ces fonds globaux. Et on s'aperçoit que des fonds thématiques bien faits, ça nous donne une capacité d'être dans une zone où on ne pouvait pas avoir accès classique, sous des fonds sectoriels ou géographiques, ou value, ou income, ou croissance. Donc, c'est vraiment important. Ça donne vraiment un nouvel outil aux investisseurs pour avoir ce type de risk return qu'on ne peut pas avoir autrement si on ne tilte pas la façon de voir le monde d'une autre façon. Alors, forcément, on s'aperçoit qu'au cours du temps, le fonds eau et déchets est un absorbeur de choc. On l'a vu depuis 2 ans. L'eau et déchets en bleu par rapport à MSCI World. On peut avoir de la technologie ou du healthcare en mauve, ou de l'autre côté de l'énergie financière. On voit que l'eau et les déchets est beaucoup moins volatile par rapport aux autres secteurs, par rapport au MSCI World. On a la partie rotation ici qu'on avait vu au Covid. On avait fait un petit peu moins mal que la technologie et la pharma, mais c'était complètement inversé en janvier d'après. Donc, c'est vraiment cette capacité d'avoir une thématique qui dure, parce qu'on a cet effet de décorrélation. La corrélation entre tous ces stocks, eh bien, c'est 0. C'est assez unique, mais si j'ai une entreprise de déchets en Chine, eh bien, elle aura très peu de corrélation avec une entreprise de pompe en Californie, ce qui nous donne cette dimension d'absorption des chocs au cours du temps. Donc, voici un petit peu pour cette dynamique, un très bon double diversificateur, une entreprise qui est intéressante, qu'on peut mettre maintenant des allocations thématiques à long terme dans des allocations classiques. Et en plus, on a un impact plutôt environnemental satisfaisant. Je termine là, peut-être que vous avez des questions. Je redonne la parole à Frédéric. Alors, je te confirme, je ne t'ai pas interrompu, Bertrand, parce que je trouvais que c'était plus efficace de poser les questions à la fin. Je vais les mettre par ordre d'arrivée. On a une première question qui est en fait une double question. La première, on te demande pourquoi tu as un poids si important de l'UK par rapport à Europe non UK. Et le même interlocuteur nous demande comment tu appréhendes un risque de nationalisation sur les secteurs compte tenu d'un enjeu risque géopolitique grandissant. D'accord. Alors, sur la partie allocation UK-Europe, c'était vraiment principalement du bottom-up. C'est-à-dire qu'on va mapper tout le thème et on s'aperçoit qu'il y avait des entreprises qui étaient un petit peu plus intéressantes que d'autres. Sur 2022, les entreprises qui étaient UK, notamment des entreprises d'eau régulées, étaient beaucoup plus défensives de façon dans un univers inflationniste. Donc, on avait cette allocation-là. Et puis, on avait aussi une entreprise qui, dans les déchets qui a été d'ailleurs, il y a eu un takeover. Donc, on a bénéficié notamment de cette portée cible. Là, cette année, on s'est repositionné un petit peu plus sur l'Europe parce qu'il y avait un point intéressant de revalorisation. Mais l'Europe est peut-être beaucoup moins mature dans les biens d'équipement et dans la partie, je dirais, compounding. C'est beaucoup plus d'entreprises avec des points de spécialité. Il faut être très vigilant. Ça peut rebondir. Il y a beaucoup de sentiments sur ces entreprises-là. Alors, forcément, dans des entreprises classiques comme des entreprises d'intérêt comme Veolia, qui sont intéressantes en ce moment après la fusion de Suez. On se repositionne graduellement, surtout avec des effets FX. Mais au niveau classique, l'Europe est toujours un petit peu avec des problèmes structurels difficiles. On voit beaucoup plus de dynamique sur la partie émergente et la partie US dans le thème. Donc, on va être beaucoup plus opportuniste sur la partie européenne au cours du temps. Maintenant, sur la partie géopolitique et sur la partie, je dirais, re-onshoring au local, déjà, l'eau et les déchets, c'est pas du tout comme l'électricité ou le gaz. On peut avoir des interventions massives des États. C'est pas du tout le cas. Chaque municipalité a des contrats d'eau ou des zones d'eau, des trucs régulés. Donc, c'est beaucoup plus au niveau local. Et les choses sont plus en négociation avec des partenariats qui existent depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Donc, on a une très belle stabilité et il y a des milliers et des milliers de prix dans le monde. Donc, c'est une collection de petits monopoles en discussion et pas du tout avec un point central comme le pétrole, comme l'électricité ou le gaz qui va nous impacter. Donc, le risque régulatoire ou politique est très faible. Ensuite, sur la partie géopolitique, si on se dit maintenant il y a 2 blocs qui vont vous offrir un biais technologique ou un biais commodity, on n'a pas ces problèmes de risque de re-onshoring ou de problème de trade. C'est très local.
Donc, si l'économie, plutôt que de gérer un peu plus globalement par trade, ça va se gérer plus localement, et on va tourner les choses de plus en plus locales. Et comme les dynamiques se font plus localement, ces entreprises vont avoir un bénéfice. Donc, on a très peu de risques, je dirais, macro, géopolitiques. Il y a quelquefois, quand on a sur les parties recyclées du trading de métal, qui peut avoir des sauts de prix ou par-dessus sur le papier aussi, mais c'est très marginal, c'est moins de 5%, par exemple, sur la partie de valorisation des entreprises de déchets. Donc, en fait, on a une très belle stabilité, que ce soit sur les pieds. La partie utilities, dans l'univers, c'est moins de 10%, et même ces 10%, c'est très fragmenté dans les pays, ce qui fait qu'au niveau d'un portefeuille, le risque est très, très faible. Merci. On me pose plusieurs fois la question de ton outlook, si tu en as un sur 2023 vs 2022. Et avant peut-être d'enchaîner sur cette partie où j'ai plusieurs fois la question, une question plus technique, on nous demande ton niveau de PI du portefeuille et EPS growth. D'accord. Alors, si on regarde le portefeuille aujourd'hui à 2023-2024, sommet estimé 2023, le PE du portefeuille, c'est à peu près 17,5. On a un retour sur equity qui est presque 15%, donc création de valeur. On a une dette nette sur EBITDA entre 1,2 fois. Donc là, c'est un thème qui s'est complètement, je dirais, déleveragé par rapport en 2008. On était à 3 fois et demi la dette sur EBITDA. On a un free cash flow yield à 7%, ce qui fait qu'aujourd'hui, le thème est valorisé à 15 années de cash flow pour une histoire perpétuelle. Donc, c'est pas cher du tout. Et on est à peu près à 10 à 15% de décote par rapport au trend classique dans le thème. Donc, on a un effet rattrapage qu'on doit voir en ce moment. Et puis, on a une croissance de résultats nets à peu près d'une dizaine de % dans le portefeuille aujourd'hui. J'ai fait un petit biais value. Donc, on a un moment de rebond que j'essaie de jouer qui va être intéressant. Et avec un dividend yield entre près entre 2 et 2,5%. Donc 10% de croissance de résultats, 2,5% de dividend yield, du free cash flow yield très important en termes de buyback, une bonne santé bilancière, un double digit de return sur equity dans le thème, c'est plutôt bien. Et avec un retour à la moyenne qui doit s'opérer parce que le retour classique aujourd'hui, on est vraiment en décote par rapport au trend. Alors, comment regarder l'outlook 2022, c'était vraiment le retour à la conso, la partie inflationniste post-Covid. Donc, le thème, c'était un peu d'inflation, un risque sur les multiples par l'augmentation des taux d'intérêt. Et on est passé vraiment de façon très, très simplement dans cette thématique parce qu'on avait totalement la protection à l'inflation, très peu d'impact sur la partie des multiples, qu'on a très bien positionné le fonds l'année dernière. Maintenant, on arrive sur 2023, c'est un peu moins de pression d'inflation, il y en a toujours un petit peu, et on se dit maintenant, on va faire du soft landing. On avait un risque de crack, ou pas de crack, mais je dirais d'impact économique important, c'est la demand response. Donc, le risque de valorisation est passé derrière nous. On se dit, quel est maintenant l'impact sur la demande? Et au début d'année, on se dit que finalement, il y a quand même un peu plus d'optimisme. Alors, on a repositionné le portefeuille graduellement. On aura toujours de l'inflation cette année, mais on a ce biais de passe-through. Mais se dire, il y a des entreprises un petit peu plus cycliques, un petit peu plus industrielles qu'oubliées. Et donc, on se repositionne un petit peu sur ces entreprises, mais en attendant vraiment la publication au niveau de janvier, qui va donner le goût sur le risque de destocking du Q4 et qui va donner l'objectif un petit peu sur l'année à suivre. Donc, typiquement, c'est ce que nous avons au moment cette période de l'année. C'est là, on va faire un petit peu de rotation et on attend vraiment que les fondamentaux soient bien posés pour reprendre notre positioning sur l'année pleine. Donc, on a un effet un peu blend et il y a des très belles histoires qui compoundent quand un petit peu, on a eu un peu plus de profit, par exemple, d'un déchet en fin d'année. Et maintenant, on est vraiment sous les valorisations. Donc, c'est cette capacité de se dire, OK, 2023, peut-être une année en 2 étapes, je dirais peut-être du soft landing, et avec des repositionnements assez intéressants par rapport à ce qu'on a vu en début janvier qui était assez agressif. Merci. Et d'ailleurs, tu as des remerciements, j'en fais le truchement. Une question où on te pose la façon dont tu prends en compte les critères DNSH de vos investissements, c'est donc Do Not Significant Harm, la partie environnement social. Oui, alors c'est important parce que forcément, on a plein de labels. Donc, nous sommes article 9, on doit avoir un biais, par défaut dans le prospectus, un biais durable. Donc, c'est les dissolutions dans l'eau, dissolution des déchets pour la partie durable du fonds. Et bien sûr, on fait attention à tout ce qui est thématique, par exemple CO2, mais aussi safety, ce qui est important aussi pour ces entreprises. Et à chaque fois qu'on va investir dans une entreprise, on a un mapping durable avec l'IP de Ragnan,
avec un mapping, surtout sur la partie do no significant harm, quelquefois c'est la partie pollution ou la partie CO2. Donc l'empreinte CO2 est minimisée au cours du temps. Forcément, il y a toujours un biais énergétique dans le traitement de l'eau et des déchets parce qu'il faut les transporter et les nettoyer. Il y a un biais de plus en plus efficace énergétique. On a le label Belgium Farm en Belgique aussi, on a un mapping. Donc, quand on a des entreprises qui vont faire des investissements, on va être sûr qu'il y a une convergence d'intensité CO2 qui va dans la bonne direction. Aussi, ça dépend du bottom-up. On parle des entreprises qui sont peut-être plus intéressantes que le portefeuille, qui ont peut-être un peu plus d'intensité maintenant et un petit peu moins plus tard, mais c'est complètement pris en compte. Et à chaque fois qu'on a des problématiques comme celle-ci, eh bien, on est très proche des entreprises, donc on va avoir un appel avec le management des entreprises, on va avoir un suivi, on va avoir un engagement, on va les enregistrer, et tous les 3 à 6 mois, on va continuer de voir si on peut influencer dans la bonne direction. Donc c'est totalement pris en cours, totalement tracé dans la thématique du fonds. Je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est une présentation qui a vocation à être la plus accessible à tous, mais par mon biais ou celui d'Anastasia, pour des questions dédiées, c'est un spécialiste de l'investissement durable notamment. Bertrand est très ouvert et partage ses écrans. On a des outils extrêmement puissants sur le sujet. Tu donnes aussi beaucoup de visibilité sur ce qu'on fait en ce moment. Donc, ça a vocation de rebondir sur des conversations dédiées si vous le souhaitez. La question qu'on me pose, je pourrais y répondre tout de suite, mais je vais te laisser répondre. Quelqu'un me pose la question de savoir si le fonds investit dans des valeurs non cotées et si oui, à quelle hauteur? Alors non, le choix que nous avons fait, c'est vraiment d'avoir un portefeuille très investor friendly. Donc c'est que du cash equity. Je ne vais même pas utiliser des produits dérivés qui peuvent être intéressants. Si je veux utiliser une entreprise, par exemple pour un berry émergent, je vais passer sur peut-être un ADR qui est coté. Donc très très belle liquidité. Quand on a fait des tests aussi de capacité, on peut très facilement gérer le fonds à 5 milliards sans aucun souci, même 10 milliards. On a accès à quelquefois des IPO, mais je ne fais pas d'investissement pré-IPO, donc je ne vais pas loquer du cash avant d'avoir une sortie pure. Quand il y a un IPO, on peut participer quand l'entreprise va être listée. C'est des choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le thème. Hein. Depuis les 6 dernières années, il y a beaucoup d'IPO. Et le retour moyen sur les IPO, en moyenne, c'est à peu près 60% au bout de 2-3 ans. Donc, il y a beaucoup de buzz. Mais on ne va absolument pas avoir de problème de contrainte de liquidité. Jamais. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la partie privée non cotée, où il y a beaucoup de compétition. Donc, il y a beaucoup de fonds private equity qui sont dans ces thématiques-là de fonds crédit. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'appétit pour les M&A. On voit beaucoup d'activités de stocks qui vont se faire lister et qui, au bout de quelques années, se font reprendre. Mais non, pas du tout. On est vraiment très pleine vanille dans le fond. On veut que ce soit vraiment une très belle liquidité journalière et donner la capacité aux investisseurs de revenir et de sortir et de pouvoir avoir, je dirais, paix dans la tête. Juste par souci du temps, je vais poser cette question-là et puis peut-être encore une dernière, c'est avec le petit onglet questions à droite s'il y en a d'autres, et puis ensuite ce sera du dédié. On me pose la question de comment tu te différencierais par rapport à nos confrères qui sont actifs dans des fonds sur l'eau. Alors, c'est vrai que les fonds, il y a beaucoup de fonds hauts, donc c'est un bon appui. Alors, c'est vrai qu'il y a des fonds qui sont gros maintenant, donc qui sont un peu soft close. Il y en a qui sont un petit peu plus axés utilities. Il y a d'autres fonds hauts qui vont être un peu plus biaisés sur des secteurs qui sont un petit peu, je dirais, pas dans le mandat dans lequel nous sommes, parce qu'on a un niveau de pureté très, très important. On fait bien sûr une comparaison par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, mais nous, notre cut-off est très, très haut. Donc, en 90-95% de pureté dans le thème, c'est important. Donc, à des exemples, je ne vais pas prendre un Thermo Fisher qui a une partie testing de l'eau, mais l'histoire l'eau Thermo Fisher, c'est peut-être 15% de l'histoire. Donc, c'est-à-dire 85% d'un Thermo Fisher, c'est quelque chose autre qui est un biais, je dirais, pharma. Donc, c'est vrai que c'est important sur certains fonds d'avoir ce type d'exposition par secteur, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire si on veut vous donner un outil de diversification. Donc, on est complètement différent sur certains autres fonds qui vont être beaucoup plus souples, même très différents, où la valorisation marginale du fonds va se comporter pas du tout comme un fonds eau ou un fonds déchets. Ça va se comporter à la marge par des trucs tech ou des choses pharma, c'est pas ce qu'on veut faire. Après, par rapport à d'autres pairs, forcément, il y a aussi des divergences sur
sur le type d'entreprise que l'on fait. Donc, j'engage vraiment à regarder sous le capot, comprendre vraiment qu'est-ce qui tire le portefeuille. Et donc, on a fait le pari d'être vraiment très honnête et très transparent pour vraiment donner cette exposition. Alors, forcément, nous sommes le fonds qui a le plus d'exposition dans les déchets. On a vraiment une exposition qui n'est pas que la partie recyclage. La partie recyclage, c'est important, on appelle économie circulaire. Mais pour avoir une solution circulaire, il faut d'abord collecter, traiter, nettoyer, après avoir la partie circulaire avant de la remettre. Et c'est important parce que si on a un fonds circulaire, si on achète Coca-Cola parce qu'ils vont faire du recyclage, ce qui va tirer Coca-Cola, sa capacité à vendre des bouteilles, mais c'est pas ça qui va assurer la solution. Donc nous, on est plus sur les solutions, les entreprises qui sont là pour aider à avancer. Donc cette capacité de pureté et solution et cette exposition aux déchets par rapport à l'autre ancienne maison, on est le seul à avoir cette exposition et on l'a gardée avec un système d'investissement qui est très très stable. Merci. Une toute dernière question auquel on a un petit peu répondu, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Comme promis, on y répondra avec Bertrand de façon dédiée. J'en profite pour remercier la société Occur, Stéphane Frag et Sarah Alias qui nous ont permis cette visibilité aujourd'hui, vraiment très sincèrement. La dernière question qu'on te pose, c'est comment le portefeuille se comporte en temps d'inflation. J'ai envie d'élargir au niveau des taux d'intérêt peut-être. Alors, comme l'eau et les déchets, c'est vraiment une sorte de prix plus que de volume. Parce que les volumes, peut-être qu'on va consommer peut-être qu'il y aura un petit peu moins de déchets au bout d'un moment dans certaines villes, peut-être qu'il y aura une efficacité des volumes, mais il y aura toujours leur service. Donc, les poubelles, ça doit être collecté, qu'elles soient 20 ou 30% pleines, on a le frais. Donc, la problématique, c'est une question de prix, et les prix ont toujours été très, très bons. Donc, plus le prix augmente, plus on a une conversion en cash, et plus c'est bon. Et donc, l'inflation fait que ça pousse les prix à la hausse, et quand l'inflation va se tasser, les prix restent un petit peu sticky, ce qui fait qu'en termes de normalisation de l'inflation, eh bien, les marges ont tendance à s'élargir. Ce qui fait qu'on a une profitabilité qui est continue, qui est stabilisée, même en moment où l'inflation va se consolider. Donc, l'inflation bien inflationniste pour notre univers est très, très bon. Et on sait que le monde qui est en face de nous, c'est le nouveau système d'allocation, ce nouveau système qui est un peu plus cher, parce que la partie durable est plus chère, eh bien, on n'a aucun problème à l'accommoder parce qu'on a un passage de prix. Et comme je dis, la facture moyenne d'un ménage, c'est 3% d'exposition eau et déchets, et la facture pour les industriels, c'est très, très faible. Donc, c'est vraiment la dernière chose qu'on va compresser. Et en plus de ça, on a une conversion intéressante avec une santé bilancielle très faible. Donc, même si l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent avec un delta, on a cette capacité à absorber ses coûts, la profitabilité augmente et on a un horizon qui nous permet d'investir à terme. Donc, ces moments un peu inflationnistes, en fait, sont plutôt très, très bons pour ces dynamiques. Et quand ça se stabilise, et bien après, on a des relais d'investissement dans les entreprises qui sont peut-être value ou momentum. Donc, on est passé sur 2022 sans problème. Une grosse partie de prix embarquée sur 2023 et même sur 2024 en lissage. Bertrand, merci beaucoup. Merci à tous. Je me fais le relais des remerciements de nos clients, j'espère dans le futur. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Au revoir.